C'est parti pour notre rendez-vous de ce mardi 13 septembre 2022, la Grande Tribune. Je lance les hostilités, un seul sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, les atouts et erreurs de Mobutu à Kabila, les leçons à tirer. C'est vrai qu'on est souvent dans l'actualité, mais cette fois-ci, on veut avoir une émission un peu plus approfondie pour comprendre les erreurs de ceux qui ont précédé la gestion de ce pays pour en tirer des leçons pour les générations à venir. Deux personnes sous ce plateau qui débattent pas pour la première fois, pour la énième fois ici chez nous, qu'on a l'habitude de recevoir. Luc Malembe, cadre et SID et communicateur de la MOUCA. Bonjour et merci d'être avec nous. Luc. Bonjour messieurs les journalistes. Je commence par saluer mon co-débatteur ainsi que vos nombreux téléspectateurs. Et puis exprimer l'indignation parce que moi, chez moi en Ituri, là-bas encore, il y a eu un dernier carnage dans la localité de Mbidjo. C'était le week-end avec plus de 40 morts encore une fois, sous un état de siège qui n'existe plus que de nom en fait. Et 40 morts. 40 morts. Quel jour? Le week-end. Donc la localité de Mbidjo se trouve en territoire de Djougou. Et il n'y a pas que ça. En fait, on est à plus de 80 morts durant la semaine écoulée. Et c'est tout simplement horrible. C'était le dimanche qu'il y a eu ce carnage, encore une fois. Merci Luc Malembe. Je pense que vous avez déjà commenté l'actualité que vous souhaitiez le faire. Oui. Alors, Maître Joël Kitenge, cadre de l'UDPS et communicateur USN, bonjour et merci encore une fois de notre invitation. Merci de l'invitation, M. Dan. Salutations à mon compatriote Luc Malembe, pour qui nous avons déjà été opposés par un débat à la loyale. Je profite aussi de ce micro pour demander aux instances judiciaires, au vu de différentes enquêtes que nous avons faites en rapport avec les ports, entre guillemets, pour export de lait en Congo central, que ces ports soient scellés et que des enquêtes approfondies s'ouvrent au vu de tout ce que nous avons mis. L'ordonnance de M. Kabila créa une société qu'on appelle SOCOPE, Société Congolaise de Pêche. L'arrêté de M. Chipasa venant, qui a désaffecté le port et les 15 immeubles au patrimoine privé de l'État. La zaïrianisation de Permaco à Permaza, de Permaza à SCGA de Lito. Nous ne comprenons pas qu'une société du portefeuille de l'État créée par une ordonnance présidentielle sous Kabila peut devenir, contre allègue, un bien privé d'un certain Lédia. Et là, il faut que le lien juridique s'établisse entre la propriété de l'État, une entreprise du portefeuille de l'État, Société Congolaise de Pêche, avec comme fonds social, d'après ce que l'ordonnance du président de la République de l'époque dit, 500 000 $ qui a été affecté pour la création de 10 entreprises. Est-ce que l'Édia, c'est un administrateur, c'est un associé? Et pourquoi une société, une entreprise du portefeuille de l'État doit devenir l'apanage d'un individu au détriment de l'État? Ça nous inquiète et nous attendons que les instances judiciaires, pour l'éclaircissement de toute vérité, doivent d'abord sceller les ports et approfondir les enquêtes. Qu'en est-il de la fermeture de tous ces ports privés? Alors, moi j'ai travaillé avec une équipe sur ces différents dossiers, mais spécialement ici, nous sommes encore dans la phase du dossier des ports de l'Édia. Nous reviendrons sur le dossier de la concession où se trouve Pain Victoire. Nous allons terminer sur le dossier des immeubles qui se trouvent à Fikine, où cela a été érigé. Et peu à peu, nous sommes en train d'y travailler puisque des individus ont pillé l'État sous une forme légale quelconque. Et c'est cela encore la gestion de Papicho, Mamicho et Chichicho. Voilà, nous allons lancer directement ce débat, mais avant, je rappelle les règles de l'émission. N'interrompez pas votre co-débatteur. Si vous avez une correction à faire ou un commentaire, prière de la noter, vous allez le faire quand vous aurez la parole. Je vous présente l'actualité en images, en complicité avec la régie.
Il est le garant de la nation, il veille au bon fonctionnement des institutions. Ce sont là, en substance, certaines attributions régaliennes reconnues au président de la République en accédant au pouvoir en 1965 par coup d'État. Joseph Mobutu a fait preuve de beaucoup de bravoure en pacifiant et unissant le pays. Le pire à noter dans cet actif, c'est en voulant s'éterniser au pouvoir et instituer un parti-État. Quant à lui, Joseph Kabila, en accédant au pouvoir après l'assassinat de Mzee Kabila, n'a pas donné le meilleur de lui-même parce qu'au service de ses commanditaires, fort de ces erreurs qui ont reculé la RDC, les dirigeants actuels n'ont qu'à réactiver leur volonté politique à développer la culture de la rédévabilité, respecter le mandat constitutionnel. Les atouts et erreurs de Mobutu à Kabila. Leçons à tirer. Luc Malembe, vous avez 6 minutes pour nous expliquer, nous donner votre point de vue sur cette question. Commençons par Mobutu, qui a précédé Kabila. Quelles sont les erreurs et atouts de Mobutu et quelles sont les leçons que nous pouvons tirer? Alors, je sais que c'est vous qui détenez le pouvoir de formuler les sujets, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez voulu vous limiter à Kabila. Les erreurs et les atouts de Mobutu, je crois que ça allait arriver jusqu'à Tshisekedi aujourd'hui. Mais s'il y en a, vous non, il y en a beaucoup encore. Donc, okay. On commence par les atouts de Mobutu. Vous savez qu'en 65, lorsque Mobutu arrive au pouvoir par coup d'État, il trouve une économie bien assise. En tout cas, en 65, l'économie de notre pays n'avait d'égal en Afrique que l'Égypte et le Nigeria. Tout ça, Afrique du Sud, tout ce qu'on a comme meilleure économie africaine aujourd'hui, Ghana et tout, ils étaient en bas. Les médecins, nos hôpitaux étaient les meilleurs d'Afrique. Les gens quittaient l'Afrique du Sud pour venir se faire soigner à Kinshasa. Nos universités étaient parmi les meilleures d'Afrique. L'Ovanium à cette époque et tout ça. Donc Mobutu trouve une économie bien assise. Parce qu'il faut dire que nos pères de l'indépendance, Kasavubu, Lumumba, ils n'ont rien volé. Kasavubu, il est d'ailleurs allé mourir chez lui dans le Bas-Congo, dans les Tchéla, dans son village. On dit qu'il est mort dans la misère. Ils n'ont rien volé. Ces gens étaient vraiment animés par un nationalisme qu'on ne peut pas s'expliquer aujourd'hui. Ils n'ont rien volé, ils ont tout laissé. Et Mobutu arrive, il trouve des caisses de l'État pleines des usines. On avait plus de 1000 entreprises qui étaient florissantes. Ou avait-il un problème de main-d'œuvre? Parce qu'à l'époque, les Congolais ou les Aïrons n'étaient pas Je crois que la grande erreur pour diriger le pays. Je crois que la grande erreur qu'il va commettre, c'est son histoire de la zaïrianisation, qui n'a pas été bien réfléchie. Le souci de vouloir contrôler totalement l'économie, de donner des entreprises aux Congolais, c'était un bon souci. Mais est-ce qu'il y avait des Congolais capables de fonctionner ces entreprises? On a ravi. Prenons d'abord l'indépendance. En 60, quand la RDC accède à l'indépendance, oui. Est-ce qu'il y avait des cadres à non, même pas beaucoup. de diriger? Non, pas beaucoup. Comme vous déjà, savez, le départ est mauvais. Non, c'est vrai, parce que vous savez que pour les Belges, ils n'étaient pas prêts à partir à cette époque-là. Et puis la politique même des Belges n'était pas de former des cadres congolais. La précipitation de Congolais. Ouais, c'est une précipitation. Bon, est-ce que c'est une précipitation? Mais il fallait vivre à cette époque de fouet tous les jours dans votre propre pays. Vous n'avez aucun droit sur votre propre pays. Non, moi, je n'ai jamais dit qu'il faut avoir des droits, même si on détruit notre pays. Oui, il n'y a pas de problème. Parce que on va le reconstruire. Le pays est détruit aujourd'hui. On va le reconstruire. C'est l'un des plus pauvres au monde. Non, on va le reconstruire. Il ne fallait pas aussi vivre riche, mais dans la soumission, dans l'esclavage. La liberté n'a pas de prix. Il faut se mettre à leur place pour les comprendre. Si nous voulons les juger, selon nous, aujourd'hui, on ne va pas les comprendre. Alors, je disais donc que l'erreur de Mobutu va être cette histoire des aérianisations. On s'est réveillé un matin, on a vu toutes les grandes sociétés, les grandes concessions, les fermes, tout ce qui tenait notre économie. On a ravi à des gens qui avaient l'expertise et on se les disait distribuer comme des cacahuètes entre amis du impair. Copains et copines et tout ça, on s'est distribué et notre économie a commencé à sombrer. Et regardez-nous aujourd'hui. Alors, après Mobutu, les deux Kabila sont arrivés.
Non, restons d'abord sur Mobutu. Le Kabila, vous allez revenir Alors, sur... Oui. mais donc là... Approfondissez sur Mobutu et Oui. pour prendre Kabila en deuxième. Mais vous dites que je n'ai que 6 minutes et puis ça va s'éteindre. Pour Je n'aurais pas parlé de Non, jusqu'aujourd'hui. votre deuxième tour de parole, vous allez... Ok. Donc, cette histoire de la zaïrianisation a été une erreur fatale. Et après, il y a les pillages qui ont suivi en 92. On a mis à sac finalement les peu qui restaient de sociétés comme économie aujourd'hui. Et si vous regardez à Kinshasa aujourd'hui, moi je suis ici, ça fait pleurer. Parce que si vous êtes le long du À Limedi, boulevard, il y avait beaucoup d'entreprises à il l'époque. n'y en a plus. Il y en a plus. Il y a Presque plus. c'est Même des les églises sociétés maintenant. du portefeuille C'est des de églises. l'État, il n'y a presque rien qui fonctionne encore. Onatra. Vous venez de voir, oui, Onatra, c'est Gécamine, tout ça, ça n'existe plus que de nom. Vous venez de voir avec tout ce qu'il y a comme nominations qui ont suivi dans ça, du clientélisme, et on venait de les revivre encore hier. Donc les personnes qu'on a nommées aux entreprises. Non, regardez, sans cursus, des copains politiques, parce que vous connaissez tel leader, des filles de tel. Non, on est en train d'enterrer maintenant les peu qui restaient. Déjà qu'il y a presque plus de sociétés du portefeuille qui fonctionnent. Et maintenant, la politique qui est là, elle est en train d'enterrer les peu qui restaient. Vous allez Donc, déjà vite en mais je termine par... Donc, donc, cette histoire n'a fait que continuer, comme je disais, jusqu'à aujourd'hui. Les systèmes qui est mis en place depuis Mobutu semblent... Parce que qui a entouré Joseph Kabila? Ce sont les Mobutistes. Encore que l'UDPS elle-même vient du Mobutisme. L'UDPS c'est du Mobutisme. D'accord. Donc, c'est le même système qui continue jusqu'aujourd'hui. Qui entoure M. Tshisekedi aujourd'hui? C'est les kabilistes mobutistes. D'accord, je voudrais bien... Donc, le même système est là. Mais il va falloir maintenant que je parle au moins ou deux atouts de Mobutu, parce qu'il n'a pas fait que du mal. Justement, je voulais que nous restions dans votre première prise de parole sur Mobutu d'abord, avant d'aller Alors, sur... je termine par un atout très important. Je reviens vers vous. D'accord. Maître Kitenge, vous avez la parole. Atout et erreur de Mobutu à Kabila, leçons à tirer. Commençons par Mobutu. Atout et erreur. Vous avez 6 minutes. Merci de la question. Vous avez vu que quand on connaît ce qu'on dit, c'est vrai, par mon ami Lick, mais du mal qu'il voulait, c'est puisque leur analyse, il va à tout prix courir pour arriver à parler de Tshisekedi. C'est la chose qui les intéresse un peu plus. Et nous sommes à l'aise de les attendre, vendre Tshisekedi dans ses mérites, dans le bon, dans tout ce qu'il est en train de faire. Et les Congolais vous seront tellement gré. Alors, s'il faut parler de Mobutu, atout et erreur. Atout et erreur, il faut d'abord que nous puissions analyser la prise du pouvoir de Mobutu. Comment est-ce que Mobutu, au-delà de toutes les qualités requises de leadership, de l'unité nationale, d'une sécurité forte, d'une armée puissante et forte sous Mobutu, il faut d'abord parler que Mobutu a été d'abord une mauvaise réponse pour la nation par le fait que c'était un pion de Belges contre les autres. Les Belges l'ont utilisé par le fait qu'on ne trouvait pas, on sentait qu'à Lumumba, il y avait un autre esprit incapable de les dompter, incapable de les geler, notamment le nationalisme. Et si Kasavubu, au-delà de tout ce qu'il a pu être président, conciliant, prêtre, modéré, et dans sa même orthodoxie de la manière de voir les choses, Lumumba était une gangrène pour l'Occident. Et l'Occident réfléchit comment solutionner la question de Lumumba. Eh bien, Mobutu va devenir d'abord la solution contre Lumumba. D'abord, le point de départ, il est mal parti. Comment Mobutu est une solution contre Lumumba? Non, je dis puisqu'il faut aller dans l'histoire. S'il faut aller dans l'histoire, l'émission ne prendra pas 1 heure. S'il faut aller à l'histoire, comprendre les contours de ce que l'Occident définissait Lumumba. On le prenait pour un communiste, on le prenait pour un raciste, on lui donnait tous les noms et tous les atouts possibles. Et la vision de Lumumba, partant d'abord du discours prévu protocolairement lors de l'accession à l'indépendance, d'où Lumumba devrait lire et faire les discours qu'il lui avait déjà rédigés. Du coup,
il parle de fouet, de l'humiliation, de la souffrance, de l'indignité, du massacre que nous avons subi. Si vous suivez le tout récent discours du Premier ministre belge notamment, il est revenu sur le mot de Lumumba, il est revenu sur le propos de Lumumba, pensant que Lumumba n'a commis aucune faute, aucun péché, si ce n'était que les Belges ne l'ont pas compris. Et à ce stade, Lumumba avait un parsec Mobutu. Mobutu a travaillé comme parsec de Lumumba. Et on s'est servi de lui pour la réponse à la solution. Donc Mobutu a été comme une sorte de gendarme de la Belgique, de l'Occident. À ce niveau, tout leader qui est appelé à un destin à diriger son peuple, par exemple, comme ce fut le cas de Mobutu, mais... Il serait également dans l'assassinat de Lumumba. Mobutu serait également... Bien sûr, puisque ce qui est vrai, le Belge l'ont assassiné, mais avec l'implication de qui? De Mobutu. De Mobutu, et nous connaissons comment ça a été fait. Et d'abord, l'assassinat, ce n'est qu'une finalité, mais il y a d'abord plusieurs tentatives d'empoisonnement, de ceci et de l'arrestation. Et nous connaissons comment l'implication de beaucoup d'autres Congolais. Alors, de ce début-là, il accède au pouvoir par un coup d'État sans être voté. Et en arrivant, on l'utilise d'abord lui, puisque le Belge trouvait qu'il y avait un esprit à éliminer. Lumumba et tous les autres lumumbistes de l'époque. Il n'y a pas eu que Lumumba qui a été assassiné, il y a Mpolo, il y a Okito, et beaucoup d'autres lumumbistes ont été pourchassés, éliminés un à un, progressivement, et ça c'est par la main de Mobutu. D'abord, mettre fin à ce début de l'élite. Alors, quand nous analysons l'esprit de Lumumba, nous sentions que Lumumba, dans son esprit, il était très avancé que les jeunes de son âge. Pourquoi on devait assassiner Lumumba? Quelle menace représentait-il réellement pour... Non, il n'y avait pas de menace. Il était un frein à l'intérêt européen. C'est ça la question. Un frein à l'intérêt européen, puisque Lumumba représentait la nation, le nationalisme et l'intérêt d'abord congolais. Et il fallait carrément l'éliminer. Il faut carrément l'éliminer, puisqu'avec Lumumba, ça aurait été difficile de continuer à piller le Congo ou à exploiter les Congolais. Lumumba, Mobutu a ouvert le couloir au pillage. Aux Belges, à l'exploitation sous une autre forme, mais de manière légale. Et puisque même quand nous avions la quantité produite de cuivre, de nos minéraux et du reste, tout était exploité par qui? L'économie dont on a parlé de la zaïrianisation. Qui détenait cette économie? Ce sont des Portugais, de Grecs, de Belges, bref, des Européens. Et il n'y avait pas de Congolais du chiquier à quantité importante qui étaient considérés comme des hommes d'affaires florissants de cette époque. Tout ce qui tenait notre économie n'était que des étrangers. Et vous remarquerez, mais par exemple, si vous êtes en Afrique du Sud, la même question persiste entre le pouvoir politique qui est aux mains de Noirs et le pouvoir économique qui est entre les mains des Africains. Entre les mains des Hollandais, de Blancs et des autres. Et nous étions dans cette phase de continuer à tant que tel. Alors, l'idée de la zaïrianisation, dans le fond, avait deux volets politiques. Il y avait le premier volet politique, c'est celui du retour à l'authenticité. 2 minutes. Le retour à l'authenticité, d'abord, il fallait par les noms, enlever, par exemple, Lik, Malembe. On peut enlever Lik, on considère Malembe, puisque ça fait c'est un exemple juste. Ça fait partie de notre patrimoine culturel. On peut mettre Joël de côté, on met Kitenge, et on reste avec Zang, on enlève Dan, par exemple, des choses comme ça. Politiquement, on a voulu nationaliser, enlever tout ce qui avait le caractère de l'influence de l'Europe, de l'Occident ou de blanc. Le premier élément. Non seulement ça, le premier élément politique, dans la deuxième vision, c'est de reprendre la main de notre économie. Mais on ne pouvait pas reprendre la main de cette économie par un pouvoir politique et politiquement qu'on reprenait. 30 secondes. Ça aurait été possiblement réfléchi en amont pour que les Congolais, d'abord, comprennent qu'est-ce qu'ils devraient faire de leur économie, mais ça aussi est la faute non seulement de Mobutu, mais de l'accession à l'indépendance, puisque la table ronde économique à Bruxelles n'a pas eu lieu. Puisque si nous revenons à l'indépendance, la table ronde économique a posé problème, puisque nous avons accédé à l'indépendance politique. Mais économiquement, cette table ronde n'a jamais eu lieu. Je pense que vous allez revenir sur d'autres éléments que vous devez ajouter à votre deuxième tour de parole. Luc Malembe, on est toujours à Mobutu. Je pense que vous avez cité les éléments négatifs. Quels sont les aspects positifs que nous pouvons aujourd'hui capitaliser du mobutisme? Bon, d'abord, je voudrais dire à mon frère Joël que je ne suis pas venu vendre son Tshisekedi ici. Tshisekedi, je n'ai rien contre lui.
un compatriote, c'est un grand acteur politique du pays. C'est sa gestion qui est chaotique, et on doit le dire. Alors, ce qu'il y avait comme, au-delà de ce que mon ami Joël a déjà bien évoqué en ce qui concerne la sécurité du pays, Mobutu, j'ai suivi la veuve, son épouse, Madame Bobi Ladawa, dans une émission qu'elle a accordée aux amis de Top Congo. C'est qu'elle dit Mobutu ne dormait pas sans qu'il ait eu les rapports de toutes les provinces sécuritaires. S'assurer que chaque frontière du Congo, ça va, avant qu'il ne dorme. Je ne sais pas si les gens qui se disent en train de diriger le pays aujourd'hui peuvent s'inspirer de ça. Parce que hier, nous avons fait 3 mois depuis que Bunagana est parti. Et on voit des gens ici en train de voyager, en train de faire des mariages, de boire du champagne, comme si de rien n'était. Vous imaginez un pays en guerre? C'est horrible. Alors, donc il y avait ça, donc la sécurité, l'unité nationale. Et je crois qu'on doit devoir revenir à l'un de ces grands principes de Mobutu, la territoriale des non-originaires à cette époque. Il était hors de question que, par exemple, moi je suis de l'Ituri, et que le gouverneur de l'Ituri soit de l'Ituri, originaire, non. Il va prendre quelqu'un du Bas-Congo, il en fait gouverneur là-bas. Il prend quelqu'un de Uvira, il en fait gouverneur à l'Équateur. Il prend quelqu'un du Kassai, il en fait gouverneur à Lubumbashi. Et c'est ça qui, en fait, cimentait l'unité nationale. Parce que chaque Congolais, à l'époque de Mobutu, se sentait partout chez lui. Mais sinon, la balance pèse en faveur du bien ou du mal, du positif ou du négatif? Non, je ne crois pas qu'on puisse analyser dans ce genre de choses parce qu'à la fin, le pays est ce qu'il est devenu. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ce qu'il a fait, tout était bon ou que tout ce qu'il a fait était mauvais. Mais ce que nous devons faire, c'est de tirer des leçons. Là où on pense qu'on peut. Je venais de donner à mon frère Joël ce qu'il va donner comme exemple à leurs gens là qui disent qu'ils dirigent le pays. Ils doivent s'inspirer de ce genre de choses. En tout cas, en ce qui concerne l'unité nationale, l'intégrité du territoire, l'unité des Congolais, personne n'aura mieux fait que Mobutu. Alors, Kabila. j'ai parlé donc du territoire, de la territoriale des originaires. Il faut y revenir. Il faut faire en sorte que... Parce que cette histoire de faire des originaires, les gouverneurs, les quoi, tout ça, les maires des villes, voilà là où ça nous amène des divisions interethniques terribles parce qu'il faut remonter à l'histoire de notre pays. C'est que notre pays n'a jamais existé comme Congo avant l'arrivée des Belges. Ça, c'est le Congo que nous avons aujourd'hui, 2 345 km, ça c'est une invention de la conférence de Berlin. Donc ce n'est pas, mais avant l'arrivée des Belges, ce n'est pas l'héritage des ancêtres comme certains disent. Nos ancêtres, chacun avait son petit Congo, celui, c'était des petites chefferies royaumes et on ne se connaissait pas. On ne se connaissait presque pas. Donc, maintenant, c'est pour ça qu'il nous faut des institutions fortes et non des individus, des hommes forts. Malheureusement, c'est tout ce que nous avons construit depuis Mobutu, des hommes forts et non des institutions fortes. C'est ce qui fait que vous voyez des conflits identitaires qui commencent à renaître, comme on est pratiquement devant un État défaillant qui n'existe que de nom. Voilà, chez moi en Ituri, c'est des conflits interethniques. À Kwamut, vous avez suivi à Yumbi, vous avez suivi au Kassai. Le pays est en train de se désengager parce que justement, comme je disais, nous n'étions pas unis avant l'arrivée des Blancs. D'accord. Prenons la période de Kabila. Maintenant, Kabila, atout et erreur. Joseph Kabila. Joseph Kabila, donc tous les deux. Kabila, père... Alors, est-ce que Joseph Kabila a des atouts? Je ne sais pas. Je crois qu'on peut quand même lui reconnaître une certaine noblesse dans la fonction de président de la République. Noblesse. Une certaine noblesse. Il ne parle pas beaucoup. C'est un homme qui sait, en tout cas, il savait, comment dire, maîtriser le silence. Et puis la fonction de président sous Joseph Kabila, la fonction de président de la République a gardé sa noblesse. Contrairement à ce qu'on a aujourd'hui où la fonction de président est en train d'être désacralisée. C'est horrible ce qu'on est en train de dire. Donc à l'époque de Kabila, la noblesse se traduit par le silence. Non, pas seulement le silence, mais la personnalité aussi, l'exemplarité. Il était quand même, Joseph Kabila, à son époque, on n'avait pas assez de scandales liés jusqu'à la présidence comme on en a aujourd'hui. Mais les dépassements budgétaires, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, c'est tout ce que je peux lui reconnaître comme atout, mais tout le reste, il n'y a rien. C'est la gabégie, c'est la corruption à outrance.
c'est la dictature. Vous voyez, c'est le détournement de tous les jours. On a privatisé presque les pays à l'époque de Kabila jusqu'au... Il y a aussi cette, la reconquête de la paix d'une certaine manière. Et oui, mais c'était d'une mauvaise manière. La mise en route de l'économie. Non, c'était une mauvaise manière. Cette histoire, par exemple, parce que quand Joseph Kabila, non, c'était une erreur. Le pays était morcelé. Non, c'est pas comme ça qu'il fallait procéder. On voulait sauver la paix, mais pas à n'importe quel prix. On a dû payer un prix très fort pour une paix hypothétique. Et le pays était balkanisé déjà. Mais est-ce que ça a changé? Parce que, regarde, quand Laurent Désiré Kabila vient avec des Rwandais et des Ougandais. Ouais, je crois. Il vient avec des Rwandais et des Ougandais. C'est eux qui l'installent au pouvoir. Après, Laurent Désiré Kabila dit non, vous devez rentrer chez vous. Des mouvements rebelles se créent, le RCD Goma, le MLC et tout. Alors, Joseph Kabila arrive en 2001 dans ce contexte. Mais cette guerre ne devait pas se terminer par des négociations qui allaient permettre de ramener tous les Rwandais qui étaient dans le RCD, cette histoire de 1 plus 4, tous les Rwandais qui étaient dans le RCD, on les a déversés dans notre armée, dans notre police, dans nos services de renseignement et de sécurité. On a infiltré totalement tout notre système. Je suis obligé de vous demander. Tous les Ougandais du MLC, on a abandonné. Tous les Maïmaï venant, je ne sais pas de quelle brousse chez moi là-bas, on a mis dans l'armée, dans la police, dans la diplomatie. D'accord. Et voilà que toutes nos institutions ont été infiltrées. Et c'est ce qui nous rattrape jusqu'aujourd'hui. Ce qu'on nous a promis comme paix, au finish, nous ne l'avons pas eu. Merci beaucoup, Luc Malembe. Joël Kitenge, je vous repasse la parole. Vous avez parlé des déficits du moboutisme. Et vous avez essayé de frôler un peu sur les atouts. Continuez un peu cette lancée avec les atouts et puis vous allez verser sur le kabylisme. Il n'y a pas un problème. Vous savez que Mobutu, du point de vue de l'autoritarisme, en tant que la réincarnation du vrai leader qui a l'autorité, la capacité communicationnelle, le franc-parler, il était le maître contre le népotisme, puisqu'autour de Mobutu, tout le monde avait sa place, même quand il y avait une prédominance Ngwandi au sein de l'armée, au sein de son entourage, presque tous les généraux forts et en poste n'étaient que, pas seulement de l'Équateur, j'insiste bien, Ngwandi. Il y a toujours une petite prédominance. Je crois peut-être qu'il s'est inspiré de Jésus, je ne sais pas, puisque tous les 12 apôtres de Jésus sont des Galiléens, comme lui. Mais c'est à la gestion de la Bible qui ne parle que de Juifs, des Galiléens, des Israéliens, alors qu'il n'y a pas des Éthiopiens, des Égyptiens ou des Congolais dedans. Et alors tous, nous croyons à la même parole, nous croyons à ce Jésus, mais ça reste un petit problème. Vous comprenez, c'est juste une métaphore. Vous comprenez ce que cela a de l'implication. Mais Mobutu, du point de vue de la gestion de la République, du point de vue de la justice, sous Mobutu, avec le seul procureur général que nous avons, qui est encore en vie, Kengo de l'époque, qui a été presque l'homme à tout faire, cette infiltration nous est venue de plusieurs manières. Sous Kabila? Non, sous Mobutu. Également, infiltration infiltration dans quel appareil? Le directeur de cabinet de Mobutu Bisegimana, qu'on revienne. Même pour celui-même Kengo, qu'on revienne pour Kengo. Certaines sources parlent de M. Léon Lovitch qui serait d'un père polonais. Et après, Léon Lovitch qui serait d'un père polonais, certaines indiscrétions sans éléments, j'insinue, parle d'une mère qui serait Tutsi. Bon, de quelle manière, lui, par l'authenticité, deviendra Kengo Adondo et sera Ngwandi ou de Yakoma? Pas d'origine, pas d'éléments. Nous avions aussi des monstres sans origine autour de Mobutu. Il y en a eu plein. Et qui sont restés de fidèles serviteurs de la République. C'est une vérité, on ne peut pas le dire et le nier. On ne peut pas citer les noms, hein, c'est quand même dangereux. J'ai dit de monstres, fidèles serviteurs, ce n'est pas les noms. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle monstre? Non, j'ai dit... C'est une analyse que je suis en train de dire. Justement, j'ai dit vous ne voulez pas citer les noms parce que ça serait un peu compliqué. Non, mais je suis en train de vous faire allusion, par exemple, de Kengo. Je n'aime pas mentionner les mots. Je me fais allusion à Kengo, mais c'est Léon Lovitch. Okay. Par la zaïrianisation, retour à l'authenticité, redeviendra Kengo Wadonto. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai pas mentionné mes mots. Il n'y a pas eu que lui, il y en a eu plein.
nous avions certains, Bisegimana, qui était le directeur de cabinet, c'est lui qui, contre la constitution d'Isaïr, a occasionné l'octroi de la nationalité massive de tous les Rwandais qui étaient à l'Est. Et c'est lui, imaginez un peu, c'est que ça a été. C'est qui sont devenus Banyamulenge aujourd'hui. C'est cette catégorie de personnes. C'est cela d'ailleurs le problème, puisque, M. Dan, lorsque la constitution d'Isaïr parle de l'octroi de la nationalité, qui on les traite à travers le monde cas par cas. C'est un demandeur d'asile ou un demandeur de nationalité qui dépose son dossier. L'administration analyse le dossier et si toutes les conditions sont remplies, et à cet effet, on peut lui accorder la nationalité. Mais contre Alegem, on prend une ordonnance collective, sans ambiguïté. Et dans les cas sous examen, il y a des Congolais qui nous suivent à travers le monde, M. Dan, et même Rick sera d'accord avec moi. Vous demandez asile. Vous cherchez à devenir français, belge et autres. Et une ordonnance ou un arrêté est pris, je ne sais pas, ça dépend de l'administration ou la législation de chaque pays, vous devenez citoyen de X pays. Sera de notre quoi? Que la nationalité vous accordée insinue qu'avant cette ordonnance, vous n'avez pas été zaïrois. Exact. Vous n'avez pas été zaïrois. Vous venez de quelque part. C'est que les autres n'arrivent pas à comprendre puisque les originaires. Or, les débats parlés par tous ceux qui parlent ici à Kinshasa, dans certains bureaux ici à la Gobé, certains hôtels, qu'est-ce qu'ils disent? Ils racontent, nous avons été là avant 1960. Mais si vous l'avez été, pourquoi encore une ordonnance vous accordez la nationalité alors que vous avez déjà été Congolais avant de devenir même Zaïrois? Voilà l'ambiguïté, ça c'est encore un autre élément négatif du côté de Mobutu, mais cet élément négatif a été polycopié par les Kabila Père, qui était aussi la réincarnation officielle de cette même erreur sous une autre forme, les béatifiant. Bon, je voudrais rester sur Mobutu. Kabila il n'a aucun atout. Kabila, c'est le symbole du mal et la réincarnation du mal lui-même en chair et en os dans notre pays. Et ça c'est Joseph qui peut être allégeant. Je vais rester sur Mobutu pour vous dire que la gestion de la territoriale, telle que Lika a dit, 45 secondes. Nous devons le dire qu'aujourd'hui, il faut très adapter la Constitution. L'erreur de Kabila Père, c'est d'avoir accepté d'entrer dans un jeu dont tu ne connaissais pas les tenants et les aboutissants. Il n'a jamais été l'initiateur de l'AFDEL, il n'a jamais commencé l'AFDEL, on l'a pris pour accompagner une quête dont les décideurs étaient ailleurs. On l'a utilisé. Il a été utilisé. Merci. Et il nous a laissé cette bombe qu'on appelle la rwandanité et l'institutionnalisation de la rwandophonie. Merci beaucoup. C'est cela la bombe qui détruit la nation jusqu'à nous laisser même un héritier rwandais dans la gestion des 18 ans. C'est là le problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup Joël Kitenge, Luc Malembe. Contrairement à votre co-débatteur, il dit que Kabila, en tout cas, c'est l'incarnation du mal. Il ne voit aucun atout, aucune bonne œuvre, aucun legs de 18 ans de gestion du pays. Je crois que sur ce point-là, lui et moi, nous disons presque la même chose. Moi-même, je n'ai pas dit ici que j'ai trouvé quelque chose d'autre à part le simple fait que pour moi, quand même, il a maintenu une certaine noblesse de la fonction. Parce qu'il ne faut pas désacraliser les institutions du pays comme on le voit aujourd'hui. On a pris tous les vieux papas mobutistes fatigués, on les met à la tête de nos institutions et on est en train de faire du théâtre politique dans les institutions de notre pays. Mais je voulais que mon ami Joël... C'est quand Kabila prend le pouvoir. J'aimerais qu'on fasse un peu une certaine comparaison. Oui. Quand il prend le pouvoir en 2001, le pays n'avait presque pas de budget. Ouais. Mais quand il laisse en 2018, il y avait plus ou moins 4 à 5 milliards qu'on envisageait. Oui, mais... C'est quand même une avancée aussi. Non, c'est des budgets théoriques sur papier. C'est des histoires qui n'existaient que sur les papiers pour la consommation médiatique. Mais en réalité, est-ce que ces histoires de budget, vous les avez vues
dans le vécu des Congolais. Chaque année, on voit des budgets, on va vous dire qu'il y aura autant de millions pour les investissements. Est-ce que vous les voyez? En réalité, si vous êtes journaliste, demandez à ceux qui ont voté le budget 2022 qui est en train de s'achever. Demandez-leur. Est-ce que ce qu'on avait prévu pour quoi on va construire ça? Vous avez vu ça? Vous parlez de 2022, 2022 de ça. Oui, là, on va commencer la session pour le budget 2023. Vous parlez de 2022? Oui, 2022. Allez leur demander. Moi, dans mon Ituri, on a tout ce qu'on a promis. Nous n'avons Kinshasa n'a jamais construit. Là, c'est Tshisekedi, c'est pas Kabila. Là, c'est Tshisekedi. Donc, c'est pour vous dire que toutes ces histoires de budget, c'est pour la consommation médiatique. Mais je voudrais que mon ami, sur la question de Banyamulenge, que mon ami Joël a enseigné ça aussi à M. Tshisekedi, ici, Fachi, qui a dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Et ça nous met en difficulté. Peut-être qu'il se réfère à l'ordonnance du président Mobutu à l'époque. Quelle ordonnance? Écoutez, quand les Belges sont arrivés, comme je vous disais, les organisations politiques précoloniales étaient constituées autour des chefferies. Et toutes les tribus que les Belges ont trouvées, ils ont reconnu leurs chefferies. Ils ont les rois. Ok? Si vous allez dans les Bandundu... Non, là, ce n'est pas la faute de Tshisekedi alors. Non, c'est sa faute. Il était censé connaître ça. Comment moi je le sais? Alors, les Banyamulenge, est-ce que Tshisekedi peut nous dire c'est quoi leur chefferie? Au Sud Kivu, ça n'existe pas. Moi, je suis originaire du Sud Kivu. C'est quoi leur langue? Ça n'existe pas. C'est qui leur roi? Ça n'existe pas. Alors, comment ils vont devenir Congolais? Alors, comment gérer cette question pendant que les Cette question doit être, si ces gens veulent devenir Congolais, on ne peut pas les leur refuser. Mais Maître Kitenga a répété ici la procédure. C'est individuel. Écoutez, même nous ne pouvons pas nous réveiller aujourd'hui, nous, Congolais, un groupe de 100 Congolais. Nous quittons ici, nous trouvons refuge au Sud-Soudan. Et après 10 ans, nous disons que nous devenons des Soudanais, nous. Même si nous y passons 100 ans, même si nous y passons combien, nous resterons des réfugiés. Jusqu'à ce que nous ayons rempli les procédures. Alors, s'ils veulent devenir des Congolais, nous ne les refusons pas. Il y a une procédure à respecter. Mais je n'apprécie pas comment on dit, ce mensonge qu'ils ont commencé avec arrogance à propager, qu'ils étaient ici avant même l'arrivée des Belges. Mais s'ils étaient ici avant l'arrivée des Belges, comment ils n'ont pas de chefferie? Comment ils n'ont pas de roi? Comment ils n'ont pas de langue? C'est ça les caractéristiques de nos sociétés avant l'arrivée des Belges. Moi, je suis Mouchi de Bukavu. Nous avons une chefferie qui s'appelle Kabare qui est là. Nous avons un roi qui est là. Nous avons une langue qui est là. C'est comme ça que les Belges ont rencontré toutes ces organisations. Votre co-débatteur a dit tantôt que l'arrivée de Laurent Désiré Kabila a béatifié toute cette magouille. Il a laissé une bombe dans la République. Il faut le reconnaître. Je crois que c'est malheureusement une caractéristique de nous tous Congolais. Pour accéder au pouvoir, on est prêt à signer n'importe quoi. Et si moi je suis à côté de Fayoulou... Même Fayoulou aussi, parce qu'il vivait président de la... Si Fayoulou voulait ça, il serait au pouvoir aujourd'hui. Comment, pas quel Il suffisait de signer des histoires avec Kabila comme les amis l'ont fait, notamment à Kingakati là-bas. Il a refusé. Je crois que depuis Lumumba, nous n'avons jamais eu, depuis Lumumba je dis, nous n'avons pas de Congolais de caractère comme Fayoulou. Wow. C'est pas pour le vanter parce qu'il est mon président. Mais il est capable, Fayoulou est quand même syndicat de Colo, d'heureuse mémoire, l'a dit. Même Etienne Tshisekedi n'avait pas ce charisme-là. Non, ça c'est un Mobutisme. Vous avez vu vous-même les images qui défilent ici. Mais Fayoulou qui reconnaît, qui se déclare. Non, Fayoulou c'est un fils politique de Etienne Tshisekedi. D'ailleurs, le seul héritier politique d'Etienne Tshisekedi. Mais le même Etienne que vous décriez, vous dites qu'il est du MPR. Non, mais c'est son histoire, on ne peut pas le nier. Qui a créé le MPR? Qui a écrit le manifeste de lancer le Etienne Tshisekedi? Ça fait partie de son histoire, mais je ne peux pas dire ici que Etienne Tshisekedi est aussi mauvais que Mobutu. C'est pas ce que je voulais dire. Je veux juste dire qu'ils sont de la même école en fait. Mais Martin Fayoulou, et lui et moi, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Lui, il est disciple de Tshisekedi. Moi, non. Moi, non. Que les choses soient claires. Donc, je disais que malheureusement, chez nous au Congo, pour accéder au pouvoir... Aucune leçon, c'est quand même très fort. Aucune leçon à apprendre de 18 ans de Kabila. Aucune. Non, je ne la vois pas. Aucune. Aucune. À part le simple fait qu'il a nommé nos amis ici au pouvoir pour pérenniser son système et le faire de la manière la plus mauvaise qui soit. Aujourd'hui, la liberté d'expression est en danger. J'apprends que M. Lissanga Bonganga est recherché. Je ne sais pas pourquoi.
tous ces journalistes qu'on est en train de faire fuir les... La dette, la dette que la RDC envers les institutions internationales a été annulée sous Kabila avec Mozito. C'est aussi un acquis. Moi, je vois le vécu du Congolais. Moi, je m'en fiche de tous ces racontards des médias là. Est-ce que la vie du Congolais s'est améliorée sous Kabila, oui ou non? Est-ce que la sécurité du pays s'est améliorée sous Kabila, oui ou non? La cohésion nationale, l'unité. Voilà les grands enjeux ici. Merci beaucoup. Dont nous avons salué pour Mobutu. Très bien. Et je termine pour dire que l'histoire du retour à l'authenticité de Mobutu, je crois qu'aussi il faut y revenir. C'était pas aussi mauvais. Bon, évidemment pas avec les noms, mais on ne peut pas diriger, développer un pays dans la culture des autres, dans la langue des autres. D'accord. Le Congolais a tout perdu de sa culture. Nous devons lui réapproprier sa culture. C'est ce que Fayulu disait lors du lancement de son manifeste de Kisangani. Merci Luc Malembe. C'est quand même assez fort. On dit que Etienne Tshisekedi, votre père, le père de votre famille politique, il est parmi ceux qui ont concouru justement à la mise en place de la dictature et son renforcement, la dictature de Mobutu. Il est parmi ceux-là. Et donc, sous Kabila, on ne peut plus, on n'a pas de leçon à tirer de Kabila, c'est quand même assez fort. Non, mais écoute, moi je crois que certainement mon ami est jeune, il fait profil apparemment d'intellectuel, mais justice pour lui et c'est pour son bien-être scientifique de se cultiver dans la recherche. Tout ce que nous débattons, moi et lui, n'avons-nous pas été là, nous n'avions pas l'âge de vivre ces événements-là. Tout à fait. La culture et la recherche nous ont permis, moi et lui, de débattre des questions qui ont existé avant notre naissance. Donc, c'est bien bon de lire Etienne Tshisekedi à Mulumba, de les comprendre, de tout le mérite et de la position qu'il occupait à côté de Mobutu pour dire non à cette position, puisqu'il a compris que le peuple est tenté de vivre le contraire, et ne pas reconnaître ça, je ne peux pas lui donner des leçons, puisque là, tout le monde sera étonné. C'est un peu comme Kabound qui était avec Félix Tshisekedi et qui se dit, mais Tshisekedi s'est dérouté, il est parti, c'est pratiquement la même chose. Il était avec Mobutu, il a dit non, mais Mobutu est sur une mauvaise voie, je le quitte, il a fait la prison, Kabound est en prison, c'est pratiquement la même chose. Ce n'est pas la même chose. Kabunda est parti seul, Tshisekedi a réussi de convaincre 12 de ses amis pour en faire 13. Et tous des députés élus du MPR, 13 parlementaires, ce ne sont pas les parlementaires du peuple de l'IDPS, les parlementaires du MPR, tous quittant les sièges. Alors que Kabound est dans un parlement où il y a 500 sièges, il a convaincu aucun élu à son combat. Donc c'est un homme seul qui milite encore pour son aiguille de son avenir politique à lui seul, contrairement aux 13 Congolais de l'époque qui ont quitté tout le vestige et les avantages les réservés par Mobutu. Ça n'efface pas leur histoire, hein, tout de même. Ça n'efface pas leur histoire. Mais effacer l'histoire par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'ils ont... Ils ont fait quoi? Ils ont travaillé avec Mobutu. Ils l'ont aidé à asseoir sa dictature. Avez-vous déjà dit l'histoire de la révolution ou même l'évolution du monde, de la pierre taillée, de l'âge de métaux, du temps de l'Antiquité jusqu'à ce jour? Une révolution, en principe, c'est quoi? Elle sort en dehors du système où les vrais révolutionnaires, ce sont qui sortent dedans. Et tous ces grands du monde sont partis de quelque part. Dans l'histoire politique, il n'y a pas un monstre. Il n'y a pas une pierre qui tombe du ciel sans le soutien d'humain. On vient de quelque part. C'est ainsi que Martin Fayulu n'a jamais expliqué à Lick qu'il était un cadre important de la jeunesse du MPR. Avant qu'il rejoigne la société civile pour participer aux conférences nationales souveraines dans le cadre de la société civile à 90, là il ne l'a jamais dit à Lick. Donc puisque s'il faut partir dans l'histoire, ne tombez pas dans les événements que vous ne maîtrisez pas. Que ce soit Vital Kamerhe, que ce soit Martin Fayulu, je vous l'ai dit. Des gens du MPR. Bien sûr, tous. Des figures importantes, je dis, JMP, il y avait 2 figures de jeunesse qui battaient le record à l'époque. Il y avait la JMPR, il y avait la JFERI et plus tard, les jeunes de l'IDPS. C'est les 3 mouvements qui faisaient rage de l'époque, qu'ils s'en souviennent et qu'ils demandent à Martin de leur dire.
Vous comprenez? Et là, d'abord, il y avait toute cette imbroglio. Je ne voudrais pas revenir sur les origines de Martin Fayoulou ou les restes qui, c'est un monstre politique, même biologique. Donc, on ne recouvre aucune trace, aucun élément, ni de... Je dis monstre politique. Ses origines sont douteuses. C'est ça. Donc, douteuse, ça veut dire quoi, Dan? Vous avez quand même EP1, EP2, une école où vous avez fréquenté dans cette ville ou à Lubumbashi ou ailleurs. Mais nous avons des gens, je ne parle pas de son diplôme ou remettant en cause ses diplômes, mais les parcours pour que les gens l'identifient en tant que tel, que c'est un ami qui on est grandi ensemble, qui on a fréquenté télécom ensemble, qui on les connaît. Mais c'est juste quelqu'un qui tombe d'un néant. Ok. Vous comprenez? Je parle Évoluer. de l'origine, je ne parle pas des diplômes. C'est une bonne nuance. Alors, j'ai attendu quelque chose ici. Voulant reprocher à Tshisekedi d'avoir dit que les Banyamulenge sont nos frères. Je réinsiste. Et moi, qui t'ai Joël, je dis la même chose. Et je réitère. C'est pas, il a dit des Congolais. Bien sûr, nos bien frères Congolais. sûr. Les Congolais, nous avons que deux types de Congolais. Les Congolais ayant droit du sang et du sol, ça veut dire des pères et des mères ayant chefferie, ayant une origine, une langue. Les Congolais de droit aussi existent. Ça veut dire les Congolais des papiers. Ceux qui, par un papier, deviennent Congolais. Retraçons l'histoire de ce que vous dites. Cette ordonnance de Mobutu de l'époque, l'ordonnance collective, cherche l'histoire, elle n'a jamais été annulée. On arrive à 82. Il y a des résolutions du comité central, donc le bureau politique d'Impère, qui a statué pour proposer au président fondateur de reprendre une ordonnance pour annuler la précédente. Ces résolutions n'ont pas été appliquées. La question a été soulevée à la conférence nationale souveraine. Il peut s'expliquer, demander à Martin qui était participant. On a soulevé la même question, ça n'a pas été résolu. On redevient au dialogue intercongolais. On débat de la question et l'accord global inclusif inclut, reconnaissant que tous les Banyamulenge sont congolais. C'est inscrit et noir sur blanc dans les accords intercongolais. La constitution de la transition, l'accord de Lusaka, de Pretoria, de Sun City, ainsi de suite, va dans la même conclusion. Et nous arrivons en 2006, puisque c'était une constitution de belligérants. On inscrit un mot dans le préambule, même dans l'idée, est congolais. Est congolais, que c'est lui qui s'est trouvé en République démocratique du Congo en 1960. On n'a pas parlé de l'ethnie, de l'origine, de celui qui a les chefs, de celui qui a une langue, comme on pouvait bien les mentionner. On dit tout simplement ce qui était là. Est-ce que dans l'histoire, y a-t-il quelques nomades de pasteurs d'origine Tutsi qui étaient dans notre sol en 1960, dans le vague des réfugiés de 1959? Oui, Une minute. il y en avait. Entre-temps, ceux qui étaient des rebelles d'IRC de Goma, dont la plupart sont des fils et des petits-fils des réfugiés de 59. Et ceux qui sont venus aussi, une année après notre indépendance, les réfugiés de 61. Quand on dit qui c'est qui était là sont congolais, d'où les réfugiés rwandophones de 59 sont devenus congolais par le fait qu'ils se sont retrouvés en 1960 et leurs petits-fils d'office sont qui? Donc, tous, Mais dans cette histoire, dans ces préposés, vous n'allez pas reprocher à Tshisekedi d'avoir été légalement cohérent. J'ai attendu ici l'élégance, le prestige, la sacralité, tout le mérite qu'on aurait dû accorder chuté. à M. Kabila, que je ne vois pas. Le silence de M. Kabila n'avait qu'une seule explication. Il ne savait quoi dire, quoi faire, dépassé par la charge et la responsabilité. Il ne pouvait que se boucler ses terres. Merci. Luc Malembe, je vous donne la parole. Est-ce que vous remarquez dans la gestion du président, non, restons sur les erreurs. Est-ce que vous remarquez les erreurs de Mobutu et de Kabila dans la gestion actuelle du président Tshisekedi? Oui. C'est ce que je vous disais. En fait, c'est Comme quoi, par exemple? Du moboutisme. Quoi, par exemple? C'est cette école qui est au pouvoir jusqu'aujourd'hui. Quand Kabila père arrive, il trouve des moboutistes qu'il venait chasser, tout de suite il s'en entoure. Joseph Kabila arrive, il prend tous les moboutistes partout où ils étaient au monde, il s'en est entouré. C'est la même chose aujourd'hui.
avec l'UDPS au pouvoir. Parce que l'UDPS, en fait, n'avait plus de cadres. Et si vous regardez ce que vous appelez Union Sacrée aujourd'hui, c'est des Mobutistes et des Kabylistes, point barre. Il y a peu de l'UDPS qui sont dedans. Un ou deux. Parce que l'UDPS n'avait plus de cadres. Kabila avait dépecé totalement l'UDPS. Et ils se sont retrouvés. Je suis pas quand même... Je croyais que mon ami Joël allait être au moins élégant et ne pas tenir ce genre de propos pour l'homme grâce auquel ils ont eu le pouvoir, le semblant de pouvoir en fait qu'ils ont aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Vous dites quoi? Ça, je n'interviens je parle de Joseph Kabila. Je parle de Joseph Kabila. Je parle de Joseph Kabila, non? C'est Joseph Kabila qui était le seul électeur qui a élu Félix Tshisekedi. On continue. Je disais que... alors, est-ce que Japon ici que non, Fayoulou était au MP? Bon, je n'ai jamais entendu parler. Il faut lui demander. Non, il faut lui demander. Je sais seulement. C'est pas à vous de m'apprendre, mon leader, c'est à moi. Non, mais il t'a jamais dit la vérité. Je sais seulement que Fayoulou a participé à la conférence nationale souveraine en 90. Pas comme ce que j'apprends de la société civile, non. Il avait une plateforme politique, le FDD, avec lequel j'ai même une photo de l'époque ici, dans lequel il était avec Lutundula comme président et Bahati Lukwebo. Ils sont vivants, il faut leur demander. Bahati Lukwebo ici, Lutundula était président de FDD, Fayoulou vice-président, et c'était une plateforme de la société civile, puisque Lutundula à l'époque, il venait juste de quitter le corps de la magistrature. Je vous ajoute un élément. Et Bahati Lukwebo a été reconnu pendant un long moment comme si c'était demandé à Martin qu'il vous dit la vérité. Et parce que vous avez parlé de Tshisekedi et l'UDPS, je voudrais vous rappeler ici qu'à la naissance de l'histoire des 13 parlementaires, ce n'était pas sous le leadership de Tshisekedi. Non, il faut vous informer. Etienne Tshisekedi a pris le leadership de l'UDPS après. Mais ceux qui ont écrit la lettre de les 13 parlementaires, Tshisekedi était juste un signateur. C'était plutôt les Kibasa Maliba. Donc il faut lire l'histoire. J'ai lu beaucoup sur l'UDPS. C'est une grande formation politique de notre pays. Quelles sont les erreurs qui sont répétées aujourd'hui? Alors, la corruption. Terriblement. La corruption, le népotisme, le clientélisme. Je venais de vous dire qu'aujourd'hui, regardez, tous les postes importants du pays sont occupés par des gens d'une certaine province, d'une certaine ethnie. Comme on nous l'a dit de Ngwandi ici, l'autre ici arrive aussi, fait ses Ngwandi à lui. Aller à la Cour constitutionnelle, à la CNI, au ministère de Finances, à la Banque centrale, tout. C'est eux-mêmes. Une seule ethnie, voilà les erreurs de Mobutu. Et lorsque vous recourez à ce genre d'erreurs, il ne faut pas rêver, les conséquences vont être les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, donc il y a ça, il y a cette en fait, on n'est pas en train de construire des institutions, on est en train de construire des individus. C'est ce que je reprochais depuis Mobutu et ça continue jusqu'aujourd'hui. On n'est pas en train de construire des individus. Des individus forts et non des institutions fortes. Dis-moi aujourd'hui, que reste-t-il de l'Assemblée nationale à part un bâtiment? C'est un temple de la corruption. C'est un temple où les gens, en fait, ils sont muselés avec l'argent pour ne pas jouer leur rôle. L'Assemblée nationale ne joue aucun rôle politique. Si Tshisekedi veut prendre une loi, il peut la prendre comme il veut. L'Assemblée ne peut pas l'empêcher. Parce qu'on a mis à sa tête un courtisan, un vieux papa courtisan. Et puis, on distribue des 21 000 $ à chaque député pour se taire. Ça, c'est le mobutisme. Donc, on est corruption, clientélisme, achat de conscience. Achat de conscience. Donc, dictature. Voilà, la liberté d'expression est totalement muselée et on ne veut pas écouter le peuple. Nous, depuis, nous crions, levez-nous cette histoire d'état de siège à l'Est. Est-ce qu'on nous écoute? C'est nous, les peuples, nous, les habitants, nous disons, nous n'en voulons plus, M. Joël. Est-ce que tu sais que l'état de siège, je sais une information pour M. Joël, qu'aujourd'hui, la ville de Bunia est assiégée par des groupes armés, que visiblement l'état de siège a fait venir. Incapable de les combattre, l'état de siège est en train maintenant de dealer avec les groupes armés. On va lentement mais sûrement vers la fin de l'émission. Monsieur Joël Kitenge, quelles sont les erreurs? Excusez-moi, je ne vous demande pas de défendre le président Tshisekedi, mais je vous demande de nous donner juste
les erreurs qui sont répétées, des erreurs de Mobutu et de Kabila qui sont répétées sous Félix Tshisekedi. Est-ce que vous êtes capable de nous les donner? Bon, écoutez, ça, je ne réponds pas à sa place. Moi, je suis franc. Et à l'IDPS, c'est la seule formation politique qui peut venir dans la place publique et pour parler mal de ses leaders. Vous suivez les parlementaires de vous et les restes, vous savez, nous critiquons, nous le disons sans mâcher les mots. Vous l'avez vu à quel niveau il était incapable de reconnaître même le parcours de Martin. Et j'insiste que Lutundula, Bahati Lukwebo, là Lutundula venait de quitter à peine la magistrature, là où il était déjà magistrat du parquet, était dans une plateforme de la société civile. C'est là où Martin a assisté comme cadre de la société civile. Ça, c'est une vérité, je n'insiste. Et avant ça, il était dans la jeunesse du Ampère. Les images sont là. Et les Congolais de l'époque, ils sont là. Alors, lorsqu'on parle de la gestion de la corruption, de la dictature, de tous les éléments, du point de vue de la dictature, il faut reconnaître que parmi les qualités de Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui ne fait pas preuve de la dictature. La liberté de l'expression sous Félix Tshisekedi a atteint le niveau le plus élevé qui n'a jamais existé ici. Malgré l'arrestation de certains de ceux qui les critiquent. Non, comme qui, et même l'exil de certains qui les critiquent. Je ne vais pas citer les noms. Qui, non, attendez un peu. Puisque vous parlez de l'exil, vous allez me citer de M. Rouara, qui aussi, sa mère est de Kassa Oriental, nous acceptons, mais c'est un fils d'un Sénégalais. Ça, c'est clair qu'il faut le reconnaître. Attendez un peu que je revienne sur les mots. S'il y a Rouara en exil, en Zambie encore, il faut souligner. Il y en a encore qui en exil? Non, c'est moi qui pose des questions. Sur le non, mais c'est ça, puisque vous parlez, vous avez appris avec moi, Elik, la statistique. Combien de Congolais sous Kabila étaient en exil? Combien de Congolais sous Kabila étaient empêchés, qui pouvaient que s'arrêter à Kasumbalé sans mettre leurs pieds, qui n'avaient même pas droit d'avoir un passeport ou une pièce d'identité? Combien de Congolais étaient assassinés, tués sauvagement dans le bureau de l'État pour leur opinion? Il y a un ami qui porte presque son prénom, Lik Kouloula. Qu'on ne parle pas de Chebea, de Bazana et des autres Rik, avec sa maison, sa femme, comment a été assentie. Quand vous regardez les niveaux de débats et d'opinion, la Luchana a payé du prix de combien de ces militants disparus, tués, assassinés, calcinés, des arrestations de centaines et de milliers. Et des journalistes qui se disent, qui sont moi, craqués, c'est comme, qui ne sont pas libres de parler, certains même qui le disent. Ils sont à combien? Prenons l'hypothèse que le Congo, dans une corporation, je ne sais pas l'INPC gère, a combien de journalistes? Et sous Kabila, et sous les autres, sous Mobutu, combien de journalistes étaient-ils empêchés de faire leur travail, où ils écrivaient un article, vous émettez un point de vue, une opinion, et vous rentrez tout bonnement dans votre maison, et les taux de ceux qui les font et qui vivent ici à Kinshasa sont combien? C'est dans cette proportion, puisque dans aucun pays du monde, on trouve proportion zéro. Je n'encourage pas, c'est ça que je dis. Proportion zéro dans un pays du monde, vous n'en trouverez pas. Même aux États-Unis. C'est ce que je suis en train de dire, proportion zéro n'existe pas au monde. Mais s'il y a un individu, 1 minute 30. Un individu en exil, et il y a plein qui sont ici et qui font leur travail, vous allez dire quoi? Qui est en prison pour ses opinions? Et combien étaient en prison pour leurs opinions? Moi qui vous parle, vous connaissez combien de fois j'étais à Makala? Jacqueline Dalla, 7. Barnabé. Moi, 7 fois. Par rapport à Lik, moi j'ai déjà été 7. Moi, 9 fois. 7, ça c'est à Makala. Andolo combien? Alain Ner, 11 fois. Donc, ne parlons pas comme si nous sommes en train d'inventer la roue dans la gestion du finance. Prenons l'hypothèse avec l'IGF qui a été créée en 1978. Cette institution a été créée sous Mobutu. Elle a existé sous Mobutu, Kabila Père, Kabila Joseph. Depuis quand les Congolais savent et apprennent de la mission et du travail de l'IGF si ce n'est sous Félix Tshisekedi? L'efficacité, les contrôles, tout ce que l'IGF est en train de faire sous Félix Tshisekedi, l'a-t-il déjà fait sous qui avant lui? Il y a
a des atouts qu'on ne peut les comparer à personne. Malgré ça, la corruption persiste. La corruption, c'est que je vous dis, du point de vue de la justice, Change pas la corruption. sous les temps de quel leader politique, Kabila ou de tous les autres que vous voulez, qui on a été devant le parquet, devant les cours des tribunaux, les leaders politiques, des personnalités intouchables ont déjà répondu même à une invitation sous Félix Tshisekedi que les autres. Merci beaucoup. Si on parle de la corruption, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais attendu. Et je pose une dernière question. Merci beaucoup. Martin Fayulu a déjà été élu 3 fois député national. Vous connaissez le bilan de Martin? 0 proposition de loi et de projet de loi en tant que député pendant 3 législatures, de 2006 à ce jour. Merci beaucoup. 0 proposition au sein de l'Assemblée nationale. Si Malik connaissait cette loi, faites-nous état et je vous dis, c'est du néant et du gâchis. Merci beaucoup Joël Kitenge, merci Luc Malembe d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. C'est avec vous qu'on a commencé, donc on termine avec votre co-débatteur. Nous vous disons merci infiniment de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné dans la réalisation de cette émission. Merci au DG Christian Bossembe et à l'ensemble de l'équipe. Nous vous disons merci, à demain pour une autre grande tribune.